Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Sovan Thébault qui est ostéopathe sur Nantes et nous allons parler de son métier, de son approche pour permettre au public de connaître mieux ce genre de pratique qui parfois est un petit peu méconnu du grand public. Bonjour Sovan. Bonjour Pierre-Yves. Alors dis-moi, est-ce que tu peux nous présenter le métier d'ostéopathe dans son ensemble ? Oui, tout à fait. Alors déjà, je pense que ce qu'il faut savoir avant tout sur l'ostéopathie, c'est qu'on va vraiment venir considérer le corps comme un tout. Oui. C'est un ensemble au sein duquel les différentes parties sont liées. Et donc, quand un patient vient avec un problème, on ne va pas forcément regarder que la zone où il ressent le problème, parce que parfois, il peut y avoir une ou plusieurs origines à distance de là où se trouve le problème. Du coup, l'ostéopathie est vraiment une pratique où on va regarder les choses dans leur globalité. Et ça, c'est vraiment le principe au cœur de l'ostéopathie. D'accord, un peu une approche systémique, Tout à fait. comme on dit, voilà. Tout à fait. D'accord. Et en quoi consiste l'ostéopathie, à quoi ça sert ? L'ostéopathie, en fait, va avoir des indications assez larges. Il y a bien sûr tout ce qui est mal de dos, que ce soit lumbago, torticolis, les douleurs articulaires de manière globale, mais aussi on peut être amené à nous consulter pour des symptômes, on va dire, un peu moins courants, tels que parfois des maux de tête, des vertiges. Ça peut également être certains troubles digestifs. Tout ce qui en fait va avoir une cause, une origine mécanique au niveau du corps. Voilà, donc on va avoir en fait un panel assez vaste d'indications qu'on peut prendre en charge en ostéopathie. Et il y a différentes techniques, on entend parler de cracking, des gens qui disent voilà, l'ostéopathe m'a fait craquer, ça m'a fait du bien, d'autres se sont plus concentrés sur le crâne, d'autres sont allés en douceur. Est-ce qu'il y a des noms techniques? Est-ce que tu peux parler des différentes approches de l'ostéopathie et expliquer un petit peu en quoi chacune se consiste et sur quoi elle s'applique? Tout à fait. Alors, effectivement, quand on pense à ostéo, on pense en général ifion craqué. C'est pas faux, c'est vrai que ce sont des techniques qui sont très mises en avant, notamment dans les écoles où on enseigne l'ostéopathie. Après, il n'y a pas que ces techniques-là, en fait, en ostéopathie. Comme tu l'as précisé, il y a des techniques beaucoup plus douces. Après, il y a des techniques qui vont être plus à visée crânienne. Il y en a qui vont être plus à visée digestive. D'autres, on va chercher à travailler plus au niveau du système neurovégétatif. Certaines techniques sont vraiment à visée purement musculaire. En fait, c'est très variable. Et il y a, on va dire, certaines techniques qui sont plus connues, plus fréquemment utilisé en ostéopathie. Mais après, il est vrai que chaque praticien fait un petit peu aussi les choses à sa sauce. C'est-à-dire qu'il va choisir d'utiliser préférentiellement plus telle ou telle technique. Il va en adapter certaines autres. C'est pour ça qu'au final, il y a autant de différences d'un praticien à l'autre. D'accord, oui. Et du coup, chacune peut couvrir la totalité des pathologies ou est-ce que, suivant la technique, on va avoir une préférence pour Alors, cette préférence va dépendre en fait de plusieurs paramètres. Effectivement, le symptôme va compter, mais également aussi le praticien, avec quelle technique il se sent, on va dire, le plus à l'aise. Mais ça va aussi dépendre de l'attente un petit peu du patient, surtout si le patient précise que, par exemple, il souhaite qu'on ne le fasse pas du tout craquer. Ça arrive. Oui. D'autres patients, au contraire, tant qu'ils n'entendent pas le bruit de l'articulation qui craque, ils vont avoir l'impression qu'il ne s'est rien passé. Donc au final, le praticien va un peu être amené à faire une moyenne de ces différents paramètres-là pour savoir quelle technique il va utiliser plutôt qu'une autre pour tel symptôme. D'accord. Donc au final, le patient n'a pas à savoir, à choisir au préalable en disant d'une préférence personnelle. Il n'y aura pas on pourrait dire, de sélection personnelle au départ. Quand on va s'adresser auprès d'un ostéopathe, point. Et après, on a envie éventuellement
effectivement de se faire craquer le dos ou pas, si on veut y aller en douceur ou plus. Tout à fait. Et ça, c'est donc des choses qu'on invite les patients à préciser en début de séance. Si eux, ils ont des a priori, des appréhensions, s'il y a certaines techniques qu'ils apprécient ou qu'au contraire, ils veulent surtout pas qu'on pratique sur eux. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer ce métier? Pourquoi l'ostéopathie? Est-ce que tu avais une affinité, parce que c'est un métier qui utilise les mains? Est-ce que voilà, il y a quelque chose qui t'a plus parlé pour t'orienter vers ce métier plutôt qu'un autre? Alors effectivement, moi assez jeune, j'ai voulu m'orienter vers une profession qui était plutôt dans le soin, qui était plus dans le contact avec l'humain. Et c'est vrai que le choix était vaste et ce qui m'a plu dans l'ostéopathie, c'est qu'effectivement, on n'a besoin que de ses mains pour travailler. Pas besoin d'outils, pas besoin de machines. Et j'avoue que moi qui avais déjà une tendance à pratiquer pas mal d'activités manuelles, que ce soit plus en créa, voilà, mais j'ai toujours aimé me servir de mes mains. Et donc l'ostéopathie m'a paru vraiment tout indiqué. Et alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on pratique ou qu'est-ce que toi tu ressens, puisqu'on parle de toi aujourd'hui, quand tu es en train de pratiquer, sous tes doigts, qu'est-ce qui se passe? Il y a des comme type de ressenti, comme indication pour savoir ce qu'il faut faire. Alors, effectivement, la palpation au niveau de ma main, depuis que je suis entrée en ostéopathie, a pas mal évolué, tant mieux en même temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les techniques que j'utilise, qui sont donc les techniques douces, plus précisément les techniques tissulaires, je viens travailler en micro-mobilité au niveau du corps. Et donc, ce sont ces micro-mouvements que je ressens, en fait, c'est ce que le corps va m'indiquer. Voilà, pour faire simple, ce que je peux dire. Après, en fait, c'est assez vaste ce que je ressens pendant une consultation. Et du coup, le décrire à travers, avec des mots, c'est pas toujours facile. Parce que, en fait, quand je suis en soins, en séance avec un patient, en fait, quand je pose mes mains sur le corps d'un patient, j'ai un peu l'impression d'être en contact avec un micro-univers. Voilà, donc c'est assez complexe, c'est assez riche et c'est pour ça que mettre des mots dessus n'est pas toujours facile en fait de verbaliser ce ressenti parce que c'est vraiment assez riche. C'est vraiment un dialogue sensoriel finalement. Exactement, entre ma main et le corps du patient. Il y a vraiment un échange d'informations dans les deux sens. C'est impressionnant de voir finalement qu'on peut... sans passer par la parole du patient, parce que finalement, il se met sur la table de soins, et puis après, c'est entre son corps et le praticien que ça se passe. Il n'y a plus de mots en fait, qui comptent. Donc, quelque part, les risques qu'on peut avoir dans certaines thérapies, du mental, où la personne va raconter sa vie, etc., puis ça peut finalement faire écran et perturber le diagnostic, par exemple, pour un médecin. Là, finalement, tu passes directement sur le corps et il n'y a plus cet écran finalement qui peut brouiller l'accès à sa problématique. C'est vrai. Alors, au cours d'une séance, bien sûr, l'échange verbal avec le patient a son importance. Oui. Mais au final, effectivement, en ostéopathie, même si on s'appuie sur ce que va dire le patient, admettons, on s'adresse à quelqu'un où on ne parle pas la même langue, finalement, je peux quand même travailler, même si j'aurai des éléments en moins, mais le corps va aussi me livrer pas mal d'informations. Et donc effectivement, on n'a pas cette barrière du mental, du langage, du conscient. Après, c'est intéressant de faire un petit peu un croisé entre ce que va dire, ressentir le patient et ce que va m'en dire le corps. D'ailleurs, on a un adage qui est très intéressant en ostéopathie qui dit « Seuls les tissus savent ». Et ce qu'ils entendent par les tissus, ils entendent en fait tout simplement le corps. Donc effectivement, un corps ne ment pas. Un corps ne ment jamais. Je ne veux pas dire que le patient mente, mais effectivement, il peut y avoir un biais, il peut y avoir un écran du fait de la conscientisation de ce qu'ils vont ressentir. Et le corps, du coup, permet de passer outre ce phénomène-là. D'accord.
Alors, puisqu'on parlait du dialogue avec le cœur, avec le corps, avec le patient, pour quel motif peut-on venir consulter et à quel public s'adresse l'ostéopathie? Eh bien, en fait, on va être amené à travailler sur des patients, comme on dit, de 0 à 99 ans. Donc, effectivement, toute tranche d'âge. Donc, du bébé au senior, en passant par la femme enceinte, par le sportif. En fait, on peut être amené à travailler sur tout type de patients. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'il y a du coup déjà toi un public auprès duquel tu t'es spécialisé ou est-ce que tu accueilles tout type de public? Moi, j'accueille tout le monde. Je ne me suis pas forcément spécialisée sur une tranche d'âge ou sur une pathologie particulière. Parce que, en fait, en tant qu'ostéopathe, dans les écoles, on nous apprend d'une certaine façon à être assez généraliste. Après, effectivement, chacun, ensuite, au cours de son expérience, peut être amené à se former plus ou moins sur telle technique ou sur tel symptôme ou sur même parfois d'autres pratiques qui peuvent être complémentaires de l'ostéopathie. Par exemple, moi je me suis formée sur les huiles essentielles, mais d'autres vont s'intéresser plus au magnétisme, à la réflexologie plantaire, à l'acupuncture ou à la médecine chinoise de manière plus générale, parce que l'ostéopathie, et c'est ça qui est très intéressant aussi je trouve dans cette approche, c'est qu'elle va être extrêmement complémentaire de ces autres pratiques. Donc soit l'ostéopathe décide de s'y former lui-même, soit il peut travailler en équipe avec d'autres praticiens. D'accord. Donc vraiment, voilà, un travail d'équipe, de communication, de travailler ensemble et non pas essayer de s'autosuffire chacun pour essayer de résoudre les problématiques uniquement par telle ou telle pratique. Et non, parce que l'ostéopathie, comme bien d'autres pratiques, a son champ d'action, mais qui implique qu'elle a également ses limites. Et donc, ces limites, il faut savoir les reconnaître et en avoir conscience. Et pour moi, il est important de savoir aussi relayer auprès d'autres praticiens quand on sent que nous, on n'aura pas forcément une action suffisante pour pouvoir venir à bout du symptôme du patient. Parce qu'au final, le plus important, ça reste quand même le patient et son bien-être. Oui, tout à fait. C'est bien de le souligner. C'est vrai que c'est une approche finalement qui tombe sous le sens, mais qu'il est bien effectivement de garder en tête pour permettre de travailler dans de bonnes conditions et de trouver finalement un terrain d'entente, puisque Tout à fait. on travaille tous autour de la même personne. Tout à fait. Donc il n'y a pas de notion de concurrence finalement dans l'absolu. Absolument pas, au contraire, comme je disais, bien souvent c'est complémentaire. Et du coup, pour moi, il est important de travailler dans la pluridisciplinarité quand c'est nécessaire. Tout à fait. Et justement, à propos de ça, est-ce que on peut venir consulter, est-ce qu'il est préférable de s'adresser d'abord à un généraliste et en second lieu d'aller voir un ostéopathe, par exemple, dans le cadre d'un parcours coordonné, ou est-ce qu'on peut aller directement consulter un ostéopathe? Alors, il n'est pas nécessaire de passer par son médecin traitant avant de venir voir un ostéopathe. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'ordonnance, ni d'ailleurs de la carte vitale, car il faut savoir que l'ostéopathie n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, malheureusement. En revanche, les mutuelles peuvent rembourser l'ostéopathie, mais ça va dépendre plus exactement en fait du contrat qu'a souscrit le patient auprès de sa mutuelle. D'accord. Mais du coup, la mutuelle en général peut rembourser au moins une partie de la séance. Et pour se faire rembourser, comment est-ce que ça fonctionne? Il faut demander une facture, une note d'honoraire Tout à fait. En fait, le patient, en fin de séance, peut demander une facture à l'ostéopathe. L'ostéopathe, s'il est bien inscrit au registre des ostéopathes de France, enfin au répertoire des ostéopathes de France, il a donc normalement un numéro ADELI, qui est un numéro spécifique en tant que praticien ostéopathe. Et ça, ce sont en général les conditions nécessaires pour que les mutuelles acceptent de rembourser les soins de cet ostéopathe-là. D'accord. Et alors du coup, quelle formation faut-il avoir fait
pour pouvoir être reconnu? Est-ce que c'est reconnu, est-ce que c'est reconnu par l'État? Est-ce qu'il y a des formations, plusieurs niveaux de formation? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Alors l'ostéopathie a été reconnue par l'État. Oui. Et à partir de là, ils ont donc décidé de réglementer également la formation des ostéopathes, parce que sinon c'est vrai qu'on pouvait avoir un petit peu de tout. Et donc aujourd'hui, les formations sérieuses, ce sont des écoles qui vont proposer des programmes en 5 ans. D'accord. Et qui vont donner lieu au diplôme d'ostéopathe, qui est donc reconnu par l'État. Et c'est pour ça que parfois sur certaines plaques d'ostéopathe ou sur certains de leurs documents, on va voir ostéopathe DO pour diplômé d'ostéopathie. Tout le monde ne le met pas systématiquement, même s'il a ce fameux DO, mais c'est vrai que si vous le voyez, en général, c'est quand même un gage du sérieux de sa formation. Après, même si vous ne le voyez pas, le fameux DO, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas eu une formation adéquate, mais à ce moment-là, le plus simple, c'est de lui demander directement quelle formation il a eu, combien d'années il a passé, et s'il a effectivement bien un numéro d'ADELI, qui confirmera qu'il a donc bien été enregistré au répertoire des ostéopathes. D'accord. Oui, parce qu'effectivement, tout à l'heure, on parlait aussi, avant l'interview, de Doctolib, qui finalement ne demande pas, enfin, il demande les diplômes, mais ce n'est pas quelque chose qui va être après affiché. Donc du coup, vous n'avez pas forcément l'occasion de spécifier ça, et finalement, c'est... Alors, effectivement, Doctolib sélectionne avec soin les praticiens qu'il va présenter sur sa plateforme. Et après, en général, on a quand même des pages profil où on peut quand même dire un petit peu quelles études on a faites. Après, on ne va pas forcément afficher le fameux DO sur ces pages-là, mais on peut quand même présenter un petit peu son parcours et notamment ses études. D'accord. Et qu'en est-il du coût et de la durée des séances? Alors, une séance en moyenne dure à peu près 45 minutes. Certains font un peu plus, certains font un peu moins. Moi, je fais en général 45 minutes. Ensuite, quand on vient me voir, par exemple, pour un problème donné, en général, sur une grosse moyenne, on va compter 2 ou 3 séances. Sachant que ces séances, j'aime bien les espacer au moins de 3 semaines, en général, pour que le corps ait le temps de bien assimiler justement les informations de la première séance avant de lui ordonner d'autres. Le coût d'une séance en moyenne est à 60 €. Moi, par exemple, je suis à 60 € la semaine. Samedi et jour férié, je suis à 70. Ça, c'est en grosse moyenne les prix qui se pratiquent sur Nantes. Encore une fois, il y en a qui vont faire plus, il y en a qui vont faire un peu moins. D'accord. Et il y a un aspect préventif aussi, je crois, dans l'ostéopathie. Parce que souvent, les gens attendent qu'il y ait un problème, d'avoir mal ou de ne plus pouvoir bouger pour aller consulter. Et est-ce qu'il y a un aspect préventif dans l'ostéopathie? Tout à fait. Et c'est même un aspect que l'on aime bien mettre en avant. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Et du coup, on va recommander à nos patients de venir, y compris quand il n'y a pas forcément de gros gènes ou de grosses douleurs. C'est un peu le même principe qu'emmener sa voiture au garage avant qu'elle tombe en panne. C'est la révision des 10 000, si on peut dire. Oui, oui. Et donc, ces fameuses révisions, ces séances un peu bilan, eh bien, elles peuvent être refaites à hauteur de 1 à 2 séances par an, quand justement il n'y a pas trop de douleur, pas trop de gêne, pour éviter qu'il n'arrive. Oui. Et est-ce qu'il y a des contre-indications à la pratique de l'ostéopathie, enfin pour recevoir des séances d'ostéopathie, ou est-ce que tout le monde peut venir sans problème, ou est-ce que dans certains cas c'est un petit peu délicat, ou peut-être en ayant suivi d'autres pratiques par ailleurs? Ce qu'il faut savoir, c'est que ostéopathes, nous sommes des praticiens qu'on appelle de première intention. C'est-à-dire que les patients peuvent venir nous voir et viennent nous voir en général, effectivement, en n'ayant pas forcément consulté, comme on disait, un médecin au préalable ou un autre praticien de santé. Ce qui fait que techniquement, en fait, potentiellement, on ne sait absolument pas si ce qu'il a est grave ou pas.
Et en ostéopathie, on a reçu la formation justement pour pouvoir déterminer si ce qui nous présente est de notre ressort ou pas. C'est-à-dire, est-ce que je peux le prendre en charge ou est-ce que, au vu de ce qu'il est en train de m'expliquer sur son cas, il vaut mieux que je le réoriente vers un médecin, voire en urgence, si ce qu'il a me paraît grave. Donc déjà, en tant qu'ostéopathe, nous sommes aptes à poser ce genre de diagnostic. Et une fois qu'on a déterminé que le patient avait bien un symptôme que l'on pouvait prendre en charge en ostéopathie, à partir de là, moi avec les techniques que j'utilise, les techniques douces, à partir du moment où je peux poser la main, où je peux au moins toucher la zone douloureuse, je peux travailler. Voilà. Après, parfois, il y a certaines zones que je vais préférer ne pas travailler parce que on peut avoir quand même un petit doute sur une inflammation, voire une infection ou autre. À ce moment-là, parfois, je préfère laisser la zone tranquille, mais ce qui ne m'empêche pas de quand même travailler d'autres choses autour. D'accord. Voilà. Une autre, là où on va prendre également des précautions, c'est chez la femme enceinte. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses sur les séances d'ostéopathie chez la femme enceinte. Elles sont possibles. Et en fait, elles sont possibles quel que soit le moment de la grossesse. Après, il y a certaines techniques que par précaution, on ne va pas utiliser pour être sûr de ne pas gêner la grossesse, voire même dans les cas les plus extrêmes, de ne pas favoriser un déclenchement ou une fausse couche. Donc juste certaines techniques qu'on ne va pas utiliser chez la femme enceinte, mais sinon on peut la prendre en charge. D'accord. Eh bien, merci Sauvane d'avoir répondu gentiment à toutes ces questions. Je crois que ça va éclaircir pas mal de doutes. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à la contacter ou à contacter Emesis qui transmettra. Et si tu veux bien, on va se retrouver maintenant dans ton cabinet pour voir sur place comment se passe une séance. Entendu. À tout de suite. À tout de suite. Donc pendant la séance, avec mes mains, je vais aller ressentir les différentes zones du corps qui ont besoin d'être travaillées. Ces zones, c'est le corps qui va me les indiquer, selon un ordre bien précis, que lui seul établit. Tout simplement parce que ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que le corps est le plus à même de savoir ce dont il a besoin. Donc, je vais aller repérer, il va m'indiquer différentes zones, et moi, je vais aller tout simplement travailler les zones qui me demandent d'aller travailler. Et donc, pour travailler, par exemple, au niveau osseux ou au niveau articulaire, dans ma pratique d'aujourd'hui, je vais aller travailler ça avec ce qu'on appelle les techniques tissulaires, donc les techniques qui vont reposer sur les micro-mouvements du corps. Et donc, comme je travaille à l'échelle du microscopique, cette technique-là en elle-même va avoir un caractère assez discret. Mais il peut arriver pendant la séance que le patient ressente parfois une petite gêne, une petite tension. Ça peut être un petit fourmillement, parfois un petit gargouillis également, parce que ces petites choses-là ne vont pas forcément se manifester là où je suis en train de travailler, mais ça peut aussi parfois se manifester à distance de là où sont mes mains. Tout simplement parce que dans le corps, tout est lié, toujours. Alors... Est-ce que je voulais bien desserrer la ceinture et ouvrir un petit peu le pantalon? Juste déboutonner. Super, voilà. En ostéopathie, donc, on va également pouvoir être amené à travailler au niveau viscéral. Là, en fait, ce sont des techniques qui vont être sensiblement les mêmes, qui vont reposer sur les mêmes principes que les techniques ostéo-articulaires par exemple, donc toujours sur des micro-mouvements. L'idée quand on travaille au niveau viscéral, en fait, ça va être de relancer un petit peu le fonctionnement et la mécanique de l'organe. Bien sûr, on ne va pas, travailler au niveau de la structure, au niveau des cellules du foie ou de l'estomac. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a une acidité au niveau de l'estomac, on ne va pas
travailler sur l'acidité de l'estomac en lui-même, mais on peut être amené à travailler l'estomac pour relancer donc sa mécanique et lui redonner un bon fonctionnement, pour que l'organe et donc le corps en lui-même fonctionne mieux de manière globale. Et donc là, de la même manière, en fait, avec mes mains, je vais aller ressentir les différentes zones du système digestif qui, justement, fonctionnent un petit peu moins bien. Toujours dans cette idée de relancer la mobilité, les micro-mouvements. Voilà. Et du coup, il y a certaines zones qui vont mettre parfois plus ou moins de temps avant de se relancer. Donc c'est pour ça que nous, à chaque fois, on va s'adapter au rythme du corps. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Et enfin, en ostéopathie, on va souvent attacher quand même pas mal d'importance à ce qui va concerner le crâne et les cervicales. Le crâne, au niveau du corps, comme pour beaucoup d'autres fonctions, d'un point de vue mécanique, il va jouer un petit peu le rôle de chef d'orchestre également. D'où son importance en ostéopathie. De même, il va composer une des extrémités avec le bassin et notamment le sacrum, donc une des extrémités de la colonne. C'est pour ça que ce sont deux zones très importantes en ostéopathie. Et donc ces zones-là, comme au niveau de la colonne ou au niveau du système digestif, on va travailler ça avec des techniques donc tissulaires qui reposent toujours sur ces micro-mouvements. Je peux considérer que la séance est finie lorsque le corps ne m'indique plus de zone à aller travailler. À ce moment-là, en général, je vais terminer par juste une petite phase de réharmonisation. Voilà. Que je fais soit au niveau du crâne, en général, soit au niveau du bassin. Voilà. C'est, entre guillemets, c'est pour conclure la séance. Pour signaler au corps que le soin est fini. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que vous avez trouvé finalement? Alors, il y avait effectivement des tensions à la fois musculaires mais aussi articulaires. Musculaires pour beaucoup de tensions qui venaient de l'omoplate. Une des cervicales effectivement qui était un petit peu bloquée aussi. Et ça venait gêner une des sutures qu'on a au niveau de la base du crâne. Voilà. Donc en fait tout ça c'est une chaîne qui est liée. Donc aujourd'hui on a travaillé à essayer de relancer, de redonner un petit peu de mobilité à tout ça pour que le corps puisse retrouver donc son confort.
Et de votre côté, dans les 2-3 prochains jours, il faut éviter tout ce qui est sport, activité physique, port de charge. En fait, vous faites une vie normale de tous les jours, mais sans forcer. D'accord. Si vous en avez l'occasion, essayez d'aller marcher un petit peu. La marche, c'est très important aussi, justement pour que le corps puisse se retrouver son équilibre. Pour la suite, ce qui pourrait être effectivement intéressant, ce serait que l'on refasse un point d'ici 3 ou 4 semaines. Ce qui me permettrait de voir un petit peu comment les choses ont évolué, mais surtout de consolider ce qui aura besoin de l'être. D'accord, ok. Ok, donc je prends rendez-vous avec vous Alors si vous voulez, on peut regarder une date dès à présent, ou sinon vous pouvez regarder sur Doctolib. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Oui, merci à vous. Je vais vous raccompagner.